Bonjour à tous, nous débutons aujourd'hui une nouvelle saison du podcast Parents d'abord et je suis ravie de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. C'est dans un hôtel parisien que j'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Séchin, que les fans inconditionnels de L'amour est dans le pré connaissent bien. Sans jamais quitter son fils Ezio des yeux, le jeune papa se confie sans détour sur sa nouvelle vie, bien remplie. Mathieu, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec toi pour relancer cette nouvelle saison de Parents d'abord. D'accord. Alors, on va évoquer aujourd'hui avec toi ton fils Ezio. Oui. Comment ta vie a changé depuis 4 mois maintenant ? Je ne me rappelle pas de mon ancienne vie, donc je vais avoir des difficultés à te raconter ça. C'est que du bonheur en fait. J'ai appris tellement de choses sur moi en 4 mois que j'ai appris en 49 ans. La résilience, la patience, l'amour fou, l'amour viscéral. Voilà, ma vie s'est complètement transformée. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Alors justement, j'ai eu la chance de rencontrer Ezio, qui te suit partout, qui est avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Ezio ? Comment tu pourrais me décrire ton fils ? Eh bien écoute, quand il est arrivé, on m'avait dit, tu verras, vous êtes 2 inconnus qui allaient apprendre à se connaître. Et effectivement, les premiers jours, ça a été ça. J'avais l'impression d'être face à quelqu'un que je ne connaissais pas. Et je me suis dit qu'il devait forcément ressentir la même chose, encore plus avec des process de GPA, où, à part quelques fois où il a entendu ma voix via des audios, il n'a pas grandi à mes côtés. Et puis on a appris à se connaître. Et il s'est calé un peu à ma vie un peu de bourlingueur, de globetrotter, de militant. Et je crois qu'il aime cette vie-là. Enfin, je sais pas que je crois, c'est que je le sais, puisque tu l'as vu, il est toujours en train de sourire. Et puis il continuera à me suivre. Hein. La parentalité, quand on lit ton livre, on se rend compte que tu as très jeune voulu être père. Je pense que c'était en toi déjà, peut-être même au moment de l'adolescence. C'était assez viscéral cette envie de paternité. Quand est-ce que tu as été sûr de toi et à quel âge finalement tu aurais pu avoir cet enfant ? Alors j'ai été sûr de moi assez rapidement. Mais je suis content de ne pas l'avoir fait aussi rapidement. Je trouve que un peu comme les mariages, plus vieux mariages heureux, je trouve que dans la parentalité tardive, il y a quelque chose de reposant. C'est-à-dire que moi, je suis socialement assis, financièrement assis, socialement, intellectuellement, enfin, j'ai tout, donc je n'ai aucune peur. Et le fait de n'avoir aucune peur, les enfants étant des éponges, j'ai l'impression que je donne le meilleur de moi-même. Et j'ai cette sensation... Alors, toi, tu es une jeune maman, tu les as eu tôt, mais j'ai cette sensation que d'avoir tard des enfants apporte la chose optimale, puisque nous sommes, si vous voulez, au meilleur de notre forme intellectuelle. Tu veux dire qu'il y a une certaine maturité aujourd'hui ? Complètement, que je n'aurais pas eu à 20 ans. Et peut-être que cette chose que les mamans, vous avez un peu en plus de nous quand même, cet instinct, l'âge me l'a fait compenser. On parlait de GPA tout à l'heure, donc c'est grâce à la GPA que tu as pu avoir ton fils Ezio. Oui. Ça a été un parcours assez compliqué, mais une fois que tu t'étais engagé dedans, tu n'as rien voulu lâcher. Il y a une rupture qui est venue remettre un petit peu ton envie de paternité en question, mais pas si longtemps finalement. C'est ta rupture avec ton mari. Ouais. À ce moment-là, tout s'écroule pour toi. On le ressent dans ton livre. Tu perds pied, c'est assez violent. Est-ce que tu t'es dit, ça y est, c'est fini, j'arrête tout ? Ou est-ce que justement, ça t'a permis de toucher le fond pour rebondir encore plus vite ? Et là, tu t'es dit que tu foncerais seul. Alors, c'est déjà une expérience que je ne souhaite à personne. Pour la petite histoire, il est parti en vacances, il n'est jamais revenu. T'avais rien senti venir ? Non, il y avait quelques petites tensions, mais rien de... Après, je veux dire, on ne force pas quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre. C'est... Avec le recul, je te donne par exemple, il n'y a pas de rancune puisqu'il est avec son nouveau petit ami chez moi, en train de garder mes chiennes. Donc tu vois, il n'y a pas de rancœur parce que je pense être quelqu'un de très aimant et sain et je pardonne. Mais au moment où ça t'arrive,
à 1 mois de partir en Colombie pour commencer cette nouvelle aventure, c'est très 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 compliqué. Tu as la rupture amoureuse, je pense que tout le monde s'y retrouvera. On a tous connu une rupture amoureuse, donc on sait à quel point c'est viscéralement douloureux. Et puis tu as cette potentielle rupture d'enfant où tu t'étais dit toute ta vie que tu le ferais à 2, et encore plus depuis que tu as cette maladie qui est une maladie incurable, la maladie de Cadazil, où tu t'es dit qu'il faut absolument que tu sois à 2. Donc voilà, j'étais à 1 mois du départ, avec toutes ces questions, toutes ces... Ben, je souhaite à personne, tout ça. Même à mon pire ennemi. Et puis, je me suis dit, de toute façon, ton enfant sera en dehors de ta vie privée, comme quelque chose de supérieur. Donc tu ne dois jamais laisser ta vie privée quotidienne, amoureuse ou professionnelle, entacher ton enfant, ton désir d'enfant, puis plus tard ton enfant. Donc en fait, j'ai surélevé mon désir d'enfant, je l'ai mis au-dessus de tout, et je me suis lancé dans l'aventure, seul. Tu évoquais il y a quelques instants la maladie de Cadazil, Oui. dont tu souffres, dont souffrait ton papa également. Cette maladie, elle a une espérance de vie autour de 60 ans. Il peut avoir un accident même avant, c'est un accident cérébral. Oui. Justement, quand on décide de faire un enfant, et ça tu l'as beaucoup entendu, ce côté un peu égoïste, vous allez faire un enfant alors que vous savez que vous pouvez à tout moment succomber. Qu'est-ce que tu as envie justement de répondre à tout ça et quand on te dit en effet, vous avez fait un enfant, on le lit dans ton livre, tu as donné la vie sans penser finalement à ce qui pourrait se passer après. Ce qui comptait pour toi, c'est de donner la vie. C'est ça. Alors, je réponds plusieurs choses. J'essaie de ne pas répondre avec agressivité parce que les gens qui me disent ça, ça sort du cœur. Ils ne me le disent pas ça pour la plupart, à part les haters, mais la plupart me le disent parce qu'ils sont maman ou papa et que... Donc je leur réponds, déjà, aucune maman ou papa ne peut garantir qu'ils vivent jusqu'à la majorité de leur enfant. Et puis, je dis que je suis bien entouré et qu'à la différence de parents qui ne prévoient rien, moi j'ai tout prévu. C'est-à-dire ? Eh bien, quand il y a un décès dans une famille, rien n'est prévu. L'organisation, l'héritage, le machin, c'est violent. Moi, tout est prévu. Je sais que je peux partir avant. Donc, on sait qui s'occupera des yeux après. J'ai mis en place des assurances vie pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, tout est prévu. Donc, à part la peine qui sera énorme pour le petit, je pense, c'est évident, sa vie continuera. Voilà. Et puis, ce que je réponds aussi à ceux qui me disent « Mais tu sais pas, Mathieu, moi j'ai perdu mon père à 16 ans, j'ai été très malheureux, etc. » Je leur réponds juste une question. Je leur dis « Alors, si je t'écoute, tu regrettes de vivre aujourd'hui ?» 100% des gens à qui j'ai posé cette question m'ont répondu « Ah non, pas du tout. » Je dis « tu viens de répondre à la question. » En fait, bien sûr qu'il aura de la peine de perdre son père. Mais il sera tellement heureux de vivre parce qu'il aura ses copains, ou sa famille, ou ses enfants, il aura construit sa vie, qu'il avalera la peine, mais il sera toujours content de vivre. Voilà. Bon, déjà, j'ai une chance incroyable, je suis un des rares cas au monde où cette maladie, finalement, a peu de prise sur moi, évolue très peu, alors que normalement, c'est une maladie évolutive. Alors écoute, comme me dit mon neurologue, je ne sers pas à grand-chose avec vous. Je lui ai répondu, continuez à servir à rien, ça me va très bien. Mais tu sais, ma mère, elle a une leucémie depuis plus de 20 ans et elle n'a pas de traitement, rien du tout. Donc c'est dans la tête. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui se passe dans la tête qui fait que... Mon neurologue, il m'a dit, on ne maîtrise pas 80% du cerveau. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et cette maladie, même si ça a été très compliqué quand je l'ai apprise, puisque évidemment, quand on te sait condamné, quand tu te sais condamné, c'est pas une partie de plaisir. Elle m'a en fait sauvé la vie. Ah oui, à quel niveau ? Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, je ne fais que ce que je veux, sans faire du mal à personne, bien sûr. Je ne fais que ce que je veux, je n'ai peur de rien. Parce que de toute façon, j'ai une maladie qui me condamne. Je n'ai peur de rien, je vis à fond. Et en fait, je ne me verrai pas sans cette maladie. Non, mais c'est paradoxal. C'est-à-dire que cette chose qui te condamne te fait vivre la plus belle de tes vies.
Tu vas en parler à Ezio rapidement de cette maladie quand il sera en âge de comprendre, bien sûr. Bien sûr, pour pas qu'il soit surpris. Je parlerai de tout. De toute façon, les enfants sont tout à fait capables de comprendre. Ce sont des éponges positives, je le dis. Tu vois, c'est le côté jaune, les enfants, c'est pas la gratounette. Et il vaut mieux tout leur expliquer en plus. Voilà, la gratounette, c'est les vieux cons. Donc ce sera sans tabou avec Ezio, très rapidement. Sans tabou. Je commence déjà un peu à en parler, même s'il ne comprend pas. Mais il aura des mots, il aura un inconscient qui aura enregistré des choses. Et puis quand cet inconscient sera capable de les traduire, il les traduira. Enfin, voilà. Est-ce qu'il t'arrive parfois de le regarder dormir, de l'embrasser, en pensant que tu ne seras peut-être plus là le lendemain? Est-ce que parfois ça t'effleure, cette pensée négative? Jamais. Jamais. Je lui ai dit qu'il sera toujours collé à moi et qu'il s'occupera de son papa quand il sera dans son fauteuil roulant, qu'il n'aura pas le choix. Ok, Ezio, tu entends ce que papa est en train de te dire? Alors, dans ton livre, tu parles de ton combat pour devenir père. Et quand j'entends tout ce que tu me racontes, est-ce que tu n'as pas l'impression que même qu'une fois que ton enfant est né, il y a un autre combat qui démarre, parce que tu dois tout le temps te justifier. Te justifier d'être un père homo, te justifier d'être un père seul, te justifier d'être un père malade. Est-ce que tu n'as pas l'impression tout le temps de devoir justifier que tu mérites ton rôle de père? Alors déjà, quand on est homosexuel, tous les jours, on nous ramène à notre homosexualité. Alors, on est dans un pays où on vit bien notre homosexualité, il faut pas je crache pas du tout sur le pays, du tout. Mais tous les jours, c'est dans mon village où on m'a refusé la reconnaissance anticipée de paternité. Voilà, alors qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est la CNAM cet été qui sort une circulaire pour le deuxième papa d'intention pour baisser les droits d'enfants issus de GPA. Et tous les jours, comme ça, on nous bassine, alors que ça serait si simple de confond facilement pédophilie, pédérastie, fait des amalgames. Oh là là, moi j'ai reçu des messages. Oh là là, il a un petit garçon, il va le mettre dans son lit. C'est violent, hein. C'est violent. Comme si j'avais envie de faire quelque chose avec mon fils. Enfin, je veux dire, c'est atroce. C'est atroce. Voilà, donc on mélange inceste, on mélange tout ça et tout ça, tous les jours. Est-ce qu'il y a des moments où tu craques? Parce que c'est pas évident justement de recevoir ce genre de message et de passer son temps à se justifier. Alors non, je craque pas. Les seules fois où je craque, c'est quand en réponse à un message, j'y vais franco de port. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça ne change pas mon quotidien. Alors ça me fait rien du tout. Je suis quand même quelqu'un d'assez costaud, solide. Mais par contre, je réponds assez violemment. Je vrille quand on touche à mon fils là sur les réseaux. Là, c'est j'envoie un message privé, c'est je vais te retrouver et je vais te... C'est chaud. C'est pas que c'est chaud, c'est qu'en fait, on touche pas à ton enfant, quoi. Ouais. On va revenir sur la GPA, ta rencontre avec Amé, la porteuse de vie, comme tu l'appelles. C'est un très joli terme. Ouais. Vous gardez des liens? Je dis juste porteuse de vie parce que mère porteuse, il y a le terme de mère. Oui. Et par respect pour les mamans qui adoptent, on ne peut pas dire que la mère est la personne qui accouche. La mère est la personne qui aime et qui élève. Voilà. Donc porteuse de vie, c'est vraiment un terme que j'adore. Parce que elle porte la vie et c'est la bonne définition. C'est vrai, quand on te voyait avec elle et sa famille en Colombie, durant justement tout ce processus, il y avait vraiment quelque chose, un lien entre vous deux. Vous avez créé un lien très très fort. Aujourd'hui, tu lui donnes des nouvelles, tu lui envoies des photos. Quelle est votre relation? Elle a toujours été très très claire quand on lui pose les questions, parce que dans les critiques, oui, tu as arraché l'enfant à cette maman. En fait, ça ne se passe pas comme ça. D'abord, elle est instite. En maternelle, son mari a une petite entreprise, ils ont un appartement, 2 voitures, on est loin des stéréotypes de la pauvreté. En plus, dans le process que j'ai fait, l'une des obligations de choix des porteuses de vie, c'est qu'elles ne soient pas dans les bas-fonds de la pauvreté. Voilà, donc c'est un des critères obligatoires. Alors après, il y a des abus ailleurs dans le monde, ça je le nie pas, mais là où j'étais, ça se passe comme ça. Il faut qu'elle ait déjà des enfants, qu'elle ait plus envie d'en avoir, que sa famille soit au courant, qu'elle ait un niveau de vie correct. Enfin, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et elle m'a toujours dit, Mathieu, j'aime profondément Ezio, mais ça n'est pas mon enfant. Moi, j'ai 2 enfants.
Et en fait, elles sont prédisposées à et toutes les porteuses de vie que j'ai rencontrées, parce que j'en ai rencontré beaucoup, puisque maintenant j'aide les papas à devenir papa, les futurs papas à devenir papa. Et elles ont toutes la même ligne rouge, en fait, la même façon de penser. C'est-à-dire qu'elles donnent la vie pour quelqu'un d'autre. Et elles ont toutes des enfants qu'elles aiment beaucoup plus que tout en gardant un lien très fort avec le bébé qu'elles mettent au monde pour quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça extraordinaire parce que du coup, on crée une nouvelle famille. Tu avais des gens qui, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo que j'ai montée qui raconte le départ en quelques secondes, où on pleure tous en fait. Hein. Tu as les gens qui disent oui, regardez, ils pleurent tous, c'est de la tristesse. Mais non, en fait, c'est de l'amour. C'est comme quand on quitte des gens qu'on aime sur le quai d'une gare. On pleure. Moi, j'ai déjà pleuré quand des amis sont partis, que j'aime énormément. Mais on pleure parce qu'on sait aussi, parce qu'on les aime, mais on sait aussi qu'on va les revoir. Donc en fait, on a grandi notre cœur, parce que le cœur est un muscle infini. On a créé une nouvelle famille, créé de l'amour en plus, et on sait qu'on va se revoir. D'ailleurs, on a prévu des vacances ensemble. Voilà. Donc le quotidien, c'est oui, on se contacte 2-3 fois par semaine, on s'envoie des photos, on se parle. Voilà. Donc c'est génial. C'est génial. On a créé quelque chose d'incroyable. Mais je ne suis pas le seul à être dans ce cas-là. La grande majorité des papas, des couples de papas, parce qu'il y a plus de couples quand même, beaucoup plus que des papas solos, créent cette même relation avec leur porteuse. Et justement, la porteuse de vie et son mari, ce sont des adultes, donc ils comprennent ce qui se passe. Mais les enfants, les 2 enfants d'Amé, comment eux ont-ils vécu cette grossesse? Parce qu'ils ont vu leur maman enceinte, ils ont vécu ces 9 mois à ses côtés. Ils voient un bébé arriver, ils voient un bébé repartir. Comment ils ont vécu un peu tout ça, ces 2 fils? J'ai souvent des messages des gamins sur c'est marrant, mais tu vois, j'entends mon fils qui se fait promener par une jeune fille. Dès que tu l'entends, tu reconnais le cri. C'est viscéral. 100 000, c'est viscéral. C'est viscéral. Ces enfants, c'est incroyable parce qu'ils parlent du cousin français, pas du frère, du cousin. Du cousin français. Et c'est le mari qui m'a dit, ça a réveillé en eux une protection de leur mère. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à s'occuper de leur mère. Même le petit dernier de 4 ans, il s'est occupé de sa mère. Il a dessiné les mignons sur son ventre. Oh, c'était trop mignon, d'ailleurs. Elle m'avait envoyé la photo. Il s'est occupé de son ventre, il parlait à Ezio tous les jours. Ça a créé une espèce d'union familiale autour d'Ezio. Juste incroyable. T'es parti en Colombie tout seul pour la naissance d'Ezio. Pourquoi être allé là-bas tout seul? T'aurais pu être entouré de ta sœur, d'amis, etc. Bon, déjà, je suis un aventurier solitaire. Et puis, j'avais ce besoin de vivre cette aventure seul pour me prouver que j'étais capable de le faire. Je te donne un exemple. La clinique, elle met à disposition des nounous pendant quelques jours après l'accouchement pour aider les papas et les mamans aussi, parce qu'il y a aussi des couples hétéros qui le font, à gérer l'arrivée du petit, machin, etc. Tout le monde prend ce service. Moi, je l'ai refusé parce que j'avais envie d'en baver pour créer ce lien le plus vite possible. Et si tu veux, et je regrette pas du tout parce que le fait d'être seul face aux pleurs et aux... t'es maman, tu sais ce que c'est, des fois tu es paniqué parce que tu sais pas ce qu'il y a. Surtout le premier mois, hein, c'est dur. Hein. Bien sûr. Faut arrêter de dire que c'est facile. Hein. Ah non, c'est très compliqué. C'est très dur. Je te confirme. Ouais. C'est très très dur. Hein. Ouais. Moi j'en ai bavé, j'ai même cru à des moments que j'allais pas y arriver. Hein. J'appelais ma mère ou mon amie Lucille, qui a fait la saison avec moi Bien sur sûr, L'amour est dans le pré. J'ai dit, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Non, je craque, je vais pas y arriver. Et puis une heure après, tu as une force qui se développe en toi, surhumaine, et tu te retrouves le truc. Et en fait, le fait de ne pas avoir eu d'aide m'a mis dans une confiance incroyable qui aujourd'hui fait que je suis le papa d'aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai peur de rien. Je pense que j'ai traversé la période la plus compliquée parce qu'on ne connaît pas l'être qui est en face de toi et on n'est pas papa les premiers jours. Hein. On le devient. Vous devenez maman au fur et à mesure de votre grossesse. Nous, on devient papa en 1 seconde. Hein. Et donc, je ne regrette pas.
Et puis en plus, j'aurais appris, une nounou, elle m'aurait montré des choses qui auraient été bien, mais qui viennent d'elle et pas de moi. Là, j'ai tout appris tout seul. Et je suis content. Justement, tu évoques le rôle d'une nounou. En venant te rencontrer aujourd'hui, je me demandais si Ezio aurait une nounou justement pour s'occuper de lui. Bon, là, il y a une jeune fille qui a gentiment proposé de le promener, mais c'était pas prévu. Non. Tu gères tout seul. Je gère tout seul. Je préviens toujours. Voilà. Donc, je suis avec. Alors, c'est pas facile, hein, parce que là, je suis venu 15 jours à Paris. Donc, je suis arrivé avec poussette, petit, gros sac et grosse valise. Donc prends le TGV avec tout ça. Ah, c'est un déménagement maintenant. Ah, mais c'est un déménagement, c'est compliqué. Plus le gosse qui pleure dans le truc. Et pour la petite histoire, il y avait un militaire, joli militaire d'ailleurs. Bonjour monsieur, je peux vous aider si vous voulez. Je dis oui, je veux bien. Donnez-moi votre sac à dos. Je dis ah non, tu vas pas prendre le sac à dos, tu vas prendre la grosse valise qui fait 25 kilos. Hein. Et puis j'ai mis le petit dans les bras d'un papé qui était derrière. J'ai sorti tout le monde. Puis on trouve de l'aide et puis puis ça se passe. Hein. On se débrouille. Hein. On se débrouille. Alors justement, pour revenir à la naissance d'Ezio, tu as dû beaucoup penser à quelqu'un, c'est à ton papa. Ouais. Tu en parles dans ton livre. Je suppose qu'il t'a beaucoup manqué ce jour-là. Et tu évoques une déception, celle qui n'est rien laissé pour Ezio. Ezio qu'il ne connaissait pas, vu qu'à l'époque du décès de ton papa, tu n'avais pas encore entamé tout ce parcours. Qu'est-ce qui t'a réellement déçu ? L'impression qu'il ne croit pas en toi ou qu'il ne veuille pas que tu accèdes à cette paternité ? J'ai toujours fait les choses en fonction de mon père. Je m'en suis rendu compte très tardivement. Hein. Il était chef d'entreprise, machin, etc. Il a réussi sa vie professionnelle. Et je suis le seul fils. Et j'ai toujours eu cette sensation du vilain petit canard. L'homosexualité, toujours. Et l'histoire, c'est quand même incroyable, c'est que ma famille n'est faite que de femmes. Et le vilain petit canard a fait un garçon que mon père désirait plus que tout au monde. Il aurait aimé, il adorait ces petites filles, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Mais c'est pour le nom, faire perdurer le. Mais il aurait rêvé d'un petit-fils. Et c'est moi qui lui donne. C'est quand même incroyable. Et effectivement, qu'il n'ait rien laissé en héritage à Ezio qui allait venir, au futur enfant, ça m'a blessé très profondément. Très profondément. C'est pas une question d'argent. C'est encore une fois, on me relègue au vilain petit canard, de côté, etc. Peut-être qu'il n'arrivait juste pas à se projeter, peut-être que... Non ? Pas un mec aussi intelligent que lui. Donc tu penses que c'était voulu dans sa tête, tu ne pouvais pas être père et il ne pouvait pas avoir un petit-fils Je sais pas, je sais pas. Je sais que ma belle-mère a lu le livre, elle m'en a pas parlé. Ma belle-mère, c'est la femme de mon père. Mais elle a dû... Je l'ai écrit aussi, parce que ma sœur sait que ça m'a fait souffrir. D'ailleurs, elle m'en a parlé, elle m'a dit je comprends que tu souffres de ce truc. Et moi, j'étais content pour mes nièces qu'elles reçoivent des... Je suis très content, j'adore mes nièces. C'était pas ça le problème. Et ma sœur le sait que ça m'a fait souffrir. Ma mère a trouvé ça scandaleux. Ma mère qui est divorcée de mon père, elle a dit c'est pas normal. Mais je l'ai écrit pour que ma belle-mère le sache. T'avais besoin de le sortir. Oui, pour qu'elle sache que j'ai souffert de ça. Voilà. Et tu espérais aujourd'hui qu'elle revienne vers toi et qu'elle t'offre quelque chose pour les yeux de ton papa ? Non, je m'en fous. C'est fait. C'est fait. Ouais. Moi, je gagne ma vie très, plus que très bien. Donc, c'était à mon père de le faire, pas à elle. Elle gère très bien. Elle est déjà dans son deuil. Elle gère très bien notre relation. Elle nous a adoptés de manière simple avec ma sœur. Tout va très bien. Je n'ai aucun reproche à lui faire. Et c'est pas à elle de le faire. Voilà. C'était à mon père. Dans ton livre, tu évoques un dîner avec Christophe Beaugrand et son compagnon et leur petit garçon Valentin. C'était un partage d'expérience. Qu'est-ce qu'on pu te dire justement sur leur parcours à eux, qui t'a motivé ou qui a pu te faire peur ? Alors, rien qui me fasse peur. Par contre, évidemment, voir leur bambin évoluer pendant cette soirée, courir. Valentin est un gamin qui respire la joie de vivre. Enfin, je veux dire, c'est une lumière, un soleil, ce gamin. Et là, je me suis dit, ça a planté le clou, en fait. Je me suis dit, la paternité, sans la maternité, c'est possible. Je veux dire, quand tu vois ce gamin, tu peux pas t'imaginer autrement. Alors, les gens vont te dire, oui, mais c'est parce que les parents ont de l'argent, c'est facile. Non, c'est de l'argent. Pour un enfant, il ne voit pas l'argent.
Non. Un enfant, ça ne se rend pas compte de l'argent. Il se rendra compte à 12, 13 ans, 14 ans. Mais à 2 ans, 3 ans, il ne se rend pas compte. Donc c'est pas l'argent. C'est l'amour que Christophe et Ghislain ont donné à ce gamin qui a fait que ce gamin est un soleil aujourd'hui. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui te suit beaucoup, qui t'encourage et qui est vraiment près de toi, c'est Karine Le Marchand. Ah oui. C'est un truc de fou. D'ailleurs, tu la cites énormément dans ton livre et on la voit beaucoup sur tes réseaux sociaux également. Elle est derrière toi tout le temps. C'est quelqu'un de très important pour toi ? C'est quelqu'un Karine est quelqu'un de très important. On a développé une amitié très sincère au fil des années. Au début, ça a été un petit coup de foudre amical, puis bon, elle connaît d'autres agriculteurs, hein. Et puis on est resté, on a augmenté notre amour, parce que aujourd'hui c'est vraiment l'amour. Moi, elle me dit je t'aime très régulièrement, hein. Et moi aussi je lui dis. Alors je suis toujours un peu plus timoré sur mes sentiments, mais un jour elle m'a quand même engueulé parce que je ne l'appelais pas suffisamment, hein. Oui, parce que je lui ai demandé un service, enfin un truc comme on peut se demander entre amis, hein, un truc petit. Ah, putain, elle m'a appelé un dimanche matin, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a tué. Elle a du caractère. Ah bah elle a énormément de caractère. Elle m'a tué. Quand on aime quelqu'un, on prend de ses nouvelles. C'est toujours moi qui t'appelle, qu'elle me dit. Ce qui était vrai. Donc maintenant j'essaye de t'appeler un peu plus souvent, mais elle a toujours été là. Elle voulait venir en Colombie, mais elle n'a pas pu. Du coup, dès que je suis rentré, je suis allé passer quelques jours chez lui. Je suis passé mon anniversaire chez elle. Elle m'a fait le plus beau des cadeaux, c'est-à-dire, elle m'a dit j'aurais pu t'acheter tout ce que tu veux pour ton anniversaire, mais je vais t'offrir ce dont tu as vraiment besoin, du sommeil. Et elle a pris Ezio pendant 3 nuits. Et il ne faisait pas ses nuits. 3 nuits chez elle ou elle est venue chez toi Non, on était à Aix-en-Provence chez elle et elle a dormi avec lui dans le lit pendant 3 nuits. Donc tu as dormi pendant 3 jours, improbable pour un jeune papa. Ah, j'ai dormi 12 heures pendant 3 nuits. 12 heures. Mes premières nuits que j'ai faites. Et d'ailleurs, quand on dort même que 4 heures, on a l'impression d'avoir fait une grasse matin. Ouais. Alors elle était contente que je parte parce qu'elle n'en pouvait plus, elle avait les cernes. Super, très bien entourée, très proche de Lucille aussi, de L'amour est dans le pré. Ouais, Lucille et Jérôme, donc moi je suis parrain de leur petite Capucine et Jérôme est le parrain de mon petit. D'accord. Voilà. Grande famille, c'est ce que tu disais. Et c'est la famille qu'on choisit. Très important. Très important. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un papa épanoui, hein, tu es un papa exceptionnel pour ton petit garçon. Est-ce que tu es prêt à retomber amoureux ? Ah, quelle question. Je ne m'attendais pas à cette question. Tu m'as parlé d'un militaire dans un train, donc c'est... Oui, mais c'était un militaire ponctuel. Eh bien, j'en sais rien. Je ne sais pas si j'ai de la place pour quelqu'un. Je voyage tellement. Tu vois, là, on part un mois en Martinique, puis on va partir un mois en Thaïlande, puis un mois en Colombie. Enfin, je suis tellement épris de liberté. J'ai tellement promis à mon fils de lui faire vivre une vie extra hors de l'ordinaire. C'est-à-dire, je veux qu'il découvre le monde. Il n'ira pas à l'école au début. C'est-à-dire, je lui ferai une école à la maison. Ah oui ? Oui. Je l'inscrirai au CNED. Ouais. Voilà, donc jusqu'au collège-lycée, on verra. Hein, mais ça sera... on va voyager, on va vivre des choses incroyables. Je veux lui apporter autre chose que ce que le pays propose aujourd'hui. Alors c'est peut-être con, mais je crois plus trop en ce que mon pays propose pour les enfants. Et j'ai tellement de témoignages de gens que je suis qui parcourent le monde entier, qui vivent une vie nomade et que je vois leurs enfants, mais je dis mais en fait ces enfants sont hyper heureux. Et j'ai envie de ça. Puis j'ai envie aussi d'apporter mon côté militant qui est très important. Hein. J'accompagne beaucoup de papas. Je suis allé de nombreuses fois en Colombie accompagner des papas pour des procès. J'ai envie de continuer tout ça. C'est ma vie. J'ai envie d'une vie tellement différente. Libre, mais c'est la plus belle des libertés. Hier, j'entendais quelqu'un, un milliardaire français, jeune, hein, 50 ans, enfin jeune pour un milliardaire, qui disait je peux tout faire, tout voir, tout machin, etc. Et quand on devient milliardaire, quand on a notre premier milliard, on se dit et après c'est quoi ? Après c'est la liberté. Et la plus grande des richesses c'est la liberté en fait. C'est pas les milliards. Donc il faut savoir s'arrêter de travailler. Donc lui il a arrêté de travailler pour avoir la liberté d'avancer. Et le fait de ne pas mettre Ezio à l'école, tu n'as pas peur justement de le priver d'une certaine vie sociale, de ne pas se faire de copains, de ne pas être invité aux anniversaires d'un copain qui se sera fait pendant toute son enfance ? Figure-toi que dans cette vie nomade,
les nomades se rassemblent. D'accord. On a des lieux, des hôtels, où les business nomades comme moi, qui travaillent donc en ligne, se réunissent avec des familles, il y a des machins, il y a des mini-écoles. Voilà, donc ils se font des copains. Puis après, tu sais comment il y a un enfant, hein, ça pleure, et puis le lendemain, ça a oublié. Et puis ça se refait des copains, c'est comme ça. Donc il se fera au fur et à mesure des rencontres plein d'amis. Puis il pleurera, puis ça sera très bien qu'il pleure. Parce qu'il aura des peines de cœur. Et il faut des peines de cœur. Hein? Moi j'ai des souvenirs de peines de cœur quand j'étais petit. J'y repense des fois et ça fait partie de ma construction. Quelle a été la réaction d'Alexandre quand il a vu Ezio pour la première fois? Parce que c'était un projet que vous aviez quand même en commun au départ. Et la vie en a décidé autrement. Comment il a réagi? Écoute, je crois qu'il a bien réagi. Il était content pour moi. Il a dit, t'as réalisé ton rêve. Il était bienveillant. Tu vois, bienveillant. Comme je te disais tout à l'heure en off, il est actuellement chez moi avec son nouveau petit ami et il garde mes chiennes. Donc, improbable. Bon, improbable, mais pas improbable pour moi. C'est génial, cette ouverture d'esprit, justement. Ouais, mais c'est tout ça que je veux apporter à mon fils. C'est-à-dire que pas de haine, pas de guerre. C'est normal que je lui en ai voulu à Alexandre au début, mais rapidement, il faut pardonner. Voilà, tu sais qu'on a fait notre divorce, on a rigolé pendant notre divorce. Enfin, voilà, donc tout est très bien comme ça. Aujourd'hui, tu as arrêté la manade, donc tu vis de ton activité de businessman, des réseaux sociaux. Financièrement, c'était mieux d'être manadier ou d'être influenceur, papa Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant. Et c'est, il y a une partie, c'est les réseaux sociaux, mais la plus grande partie, c'est les entreprises que j'ai créées. Qui, je travaille aussi énormément. Je travaille énormément, mais qui me rapportent très, 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 très confortablement. Voilà. Est-ce que tu pourrais envisager un jour d'avoir un deuxième enfant? Alors, Ezio n'a que quelques mois, donc c'est un petit peu précoce, mais est-ce que ça te traverse l'esprit où tu sais qu'Ezio sera fils unique et que tu vis un peu tous ces moments comme une première et une dernière fois à la fois? Eh ben là, c'est ce que je disais, j'ai un peu cette dépression du dernier là. Alors j'ai fait une dépression postpartum, au mois de juillet, courte. Craquage, larmes Rejet. Rejet de l'enfant. De l'enfant? Ouais, léger, mais du style il pleurait, je le mettais dans une pièce, je partais. Et c'est Lucille et Jérôme qui m'ont... Parce que j'ai passé une semaine chez eux, qui m'ont réveillé là-dessus et qui m'ont dit Mathieu, et j'ai réalisé que j'avais fait cette grossesse postpartum, cette dépression postpartum qu'on n'en parle pas chez les hommes, mais qui est bien là, qui existe, notamment chez les papas solos. Donc je l'ai faite. Et là, je suis dans ma petite dépression du dernier, où chaque geste, le premier sourire, ce sera le dernier premier sourire, plein de trucs, tu vois, c'est le dernier. Son premier changement de voix, c'est le dernier premier changement de voix. Et je suis dans ce truc-là. Et du coup, comme il me reste des embryons, je me dis, mince, est-ce que je vais rester encore avec seulement Ezio ou peut-être avec un autre enfant? Je ferme plus la porte aujourd'hui, alors que je la fermais il y a quelques mois. C'est génial. Je ferme plus la porte. Néanmoins, seul, je me vois pas avec 2 enfants. Ah, c'est du boulot, hein. Compte tenu de mon travail à côté. C'est-à-dire que si j'étais rentier, je le ferais. Ouais. Mais j'ai tellement de travail à côté, c'est-à-dire que je ne peux pas me permettre de ne pas travailler au moins 8-9 heures par jour. Donc je travaille de 7h à 2h du matin, le soir, mais c'est minimum 9-10 heures par jour de travail. Minimum. Donc si j'ai 2 enfants, je ne les aurai jamais ces 9-10 heures de travail par jour. Je peux pas. Ou alors j'arrête, ou alors je vis plus. Mais bon, donc il faudrait que je rencontre quelqu'un. Donc tu vois, c'est un peu la. Donc ça sera plutôt. On y revient quand même à cette possibilité d'être amoureux. Ouais, mais il faudrait quelqu'un qui me suive dans mes délires. Il faudrait un globe-trotter comme moi. Mais peut-être que ça existe. Hein. Et dans les saisons de L'amour est dans le pré, là, il y a des candidats qui auraient pu te plaire dans les éditions récentes? Je sais pas, non.
Non, 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 non. Puis en plus... Puis là, t'es focus en plus sur ouais, Ezio. puis un agriculteur, c'est pas pour moi. Je sais très bien ce que c'est que le monde de l'agriculture. C'est très sédentaire, c'est très prenant. Donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de voyager. Enfin, je veux dire, moi, au bout écoute, les 9 derniers mois, je les ai passés à bouger. J'ai fait des sauts de puce chez moi de 2-3 jours. Moi, si tu me dis, au bout de 3 soirées, je suis angoissé chez moi et dès la 4e, je sais que le lendemain, je prends le train, je suis heureux comme pas possible. T'as besoin de bouger tout le temps. J'aime le mouvement. Ouais. Donc finalement, découvrir le monde avec Ezio, c'est la vie qu'il te faut. Ouais. Fait de rencontres et te nourrir de ça un peu avec lui. C'est la meilleure des écoles, de toute façon. C'est la meilleure des écoles, c'est ça que je veux faire. Avant de terminer, tu évoquais avec moi une pièce de théâtre. Oui. C'est un nouveau projet, tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors c'est un projet qu'on a initié avec Guillaume Mélanie. Guillaume Mélanie, c'est un dramaturge qui a écrit notamment Panique au ministère pour Amanda Lear. Ouais. Et on est en train de réfléchir à y inclure d'autres personnes dedans dans la création, dans l'écriture. Parce que c'est un sujet qui est tellement sensible à GPA que de faire d'un sujet aussi sensible une comédie de boulevard, il ne va pas falloir qu'on se plante. Donc là, on en a parlé ce matin, hein, tu vois, c'est frais, on va en reparler tout à l'heure. Ça sera forcément un projet non financier, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour gagner de la thune. C'est un projet militant, donc on va sûrement, probablement, rajouter des personnes dans l'écriture, dans la scénarisation, voilà. On espère une sortie en septembre 2025. Voilà. Et il veut absolument que ce soit moi qui joue dedans, donc je suis un peu paniqué. Je t'avouerai que j'ai jamais joué une pièce de théâtre. Moi, je ne sais pas comment j'en sais rien. Je suis paniqué. Acteur, donc tu as une nouvelle corde à ton arc. Non, elle n'y est pas encore, la corde. Hein. Ouais. Je ne sais pas si je suis très acteur dans ma vie. Je suis un peu comédien dans mes stories sur Instagram et tout ça. Maintenant, est-ce que dans une pièce, est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et adapter un jour ton histoire sur petit écran, c'est quelque chose que tu aimerais voir? Ah ouais. Tu sais, c'est toujours pareil. Rien n'est financier. C'est comme l'écriture du livre. Les gens m'ont dit c'est encore pour faire du fric. Bon, on fait pas fortune en écrivant un livre, tout le monde le sait. Non, on raconte. Voilà. Moi, je veux. On a une mission, chacun sur Terre, quelle qu'elle soit. Hein. Elle peut être toute petite, grande. Moi, j'ai trouvé ma mission, c'est donner de l'amour et permettre à ses futurs parents de devenir parents. Donc, si ça passe par une pièce de théâtre, si ça passe par un livre, si ça passe par un téléfilm, si ça passe par... Mais allons-y à fond. Allons-y à fond. Ouvrons les esprits, ouvrons les cœurs, Il faut. Tu sais, le militantisme, c'est pas de l'ego. Les gens te disent, ouais, tu veux toujours être au devant de la scène. Je dis, mais non. Parce que, excusez-moi, tous les coups que je me prends, c'est plus facile de ne pas se prendre les coups que... Donc, c'est pas être devant de la scène. Pour vivre heureux, vivons cachés. J'ai horreur de cette phrase, ça fait collabo des années 40, tu sais. Non mais il y en a marre en 2024 de vivre caché. Moi j'ai plus envie de vivre caché. Et puis il faut bien qu'il y en ait qui se prennent des coups pour faire avancer les causes. Tu vois ce que je veux dire? Tu devrais pas exposer ton fils. Ben si, parce que si je le montre pas, les gens vont penser que j'ai quelque chose à cacher et que je l'assume pas et ils vont se mettre dans cette brèche. Donc je l'assume, même si on me critique, c'est pas grave. J'assume ma vie dans son entièreté. Et aujourd'hui, grâce à ton expérience que tu partages, tu as aidé combien de papas, de couples à avoir accès à la GPA? Écoute, je suis au 50e. 50 pères et couples, tout confondu. Hein. Ouais, 50 process mis en place, donc sur les rails. En tout cas, merci beaucoup Mathieu de m'avoir accordé cette heure. C'était très intéressant d'échanger avec toi sur ton parcours de GPA. Ezio est calme, Ezio dort, il est parfait ce bébé. Ouais, il est incroyable. Mais tu vois, là on a passé 1 heure ensemble, je crois 1 heure. Hein. Ouais. Et ben c'est incroyable comme il m'a manqué pendant cette heure-là, même si je te parlais. Toi, il est pas loin, on l'a vu sur ses jolis petits pieds. Ouais, mais c'est fou comme ça nous manque. Hein. C'est viscéral. C'est viscéral. C'est indescriptible, hein, on ne trouve pas les mots. C'est incroyable. Mais tu sais, c'est ce que je dis à mes amis hommes, ne passez pas à côté de ça. Parce que beaucoup sont un peu égoïstes. Enfin, pas égoïstes, je ne peux pas appeler ça de l'égoïsme. Mais aiment leur vie de célibataire. D'accord. Ne passez pas à côté de ça.
D'abord, il n'y a pas d'âge pour être papa. Non. J'en suis la preuve. Et ça nous fait rajeunir. Parce que moi, je trouve que j'ai récupéré une pêche depuis que je suis papa, incroyable. Mais ne passez pas à côté de la parentalité. C'est la plus belle chose qui existe au monde. On ressent cette émotion quand tu parles de l'amour que tu as pour Ezio. T'es très ému en parlant de lui et en parlant de ce sentiment que ça a développé chez toi. Ça me pousse encore plus à donner de l'amour au monde et à faire en sorte que l'amour... Tu sais, le monde va mal. Le monde va mal. Et je crois qu'il faut qu'on donne encore plus, qu'on accélère les dons d'amour. C'est vrai. Voilà. Merci Mathieu. Avec plaisir. Merci. Parents d'abord est un podcast de Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre appli de podcast préféré.